et à toutes. Vous l'avez vu, reporter d'espoir, je suis ravie de vous accueillir ici ce soir. C'est la 3e édition de ce prix. Et vous l'avez vu, il y a certes 10 000 € à se partager pour les lauréats, mais c'est surtout 140 candidats de 20 pays de France, d'Europe, du monde francophone. Évidemment, il y a seulement 7 élus, on va en voir 5 ce soir, dans un format un petit peu différent, parce qu'effectivement, si l'association fête ses 20 ans, on n'est pas là pour simplement remettre des prix, on va faire une conférence de rédaction. Voilà ce qu'on va faire ce soir, mais avant de passer à cette conférence de rédaction, je voudrais quand même qu'on accueille des membres du jury qui sont là ce soir, voilà, leur visage s'affiche, pour qu'ils nous donnent un petit peu, voilà, un avant-goût. Ouais, c'est un joli montage, bravo Gilles. Merci d'accueillir Nicole Yesotto, Patrick Dumière, Étienne Fimelin, venez à côté de moi, Christophe Leclerc et Dorothée Merville, vous voyez aussi leur fonction. Venez à côté de moi, justement. Vous allez tout de suite nous dire pourquoi est-ce que, enfin, quel est le reportage qui vous a le plus pris, le plus saisi, le plus ému peut-être. En fait, commencer par vous, Nicole Yesotto. Quel est le reportage qui vous a plu? Alors, d'abord, moi je suis très impressionnée. D'abord, et aussi par le petit film qu'on a vu au début. Je trouve que c'est vraiment bien d'encourager comme ça le reportage sur l'Europe. Donc je voulais... Non, c'est très très bien et j'espère que vous aurez de plus en plus de candidats. Et donc, moi je ne suis pas journaliste, je ne suis pas reporter, je suis moins jeune, de moins en moins jeune d'ailleurs. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est le travail de Pierre Terrasse, c'est ça, Mort sous X. Et je ne connais pas Pierre Terrasse, je ne sais pas s'il est là. Il est là, vous allez voir tout à l'heure. Quand j'ai lu votre petit reportage, j'ai su que je voterais pour vous en numéro 1 tout de suite. Pourtant, c'est pas très bien. Ah ben justement, parce que personne ne parle de la mort, et encore moins des morts inconnues, des morts sous X. Et je trouve que vous le faites avec à la fois une originalité et un sens de la dignité qui est tout à fait exceptionnel. Et ce que j'ai aimé, c'est ce mélange de réalisation, enfin de description concrète au cimetière de Thiers, et puis les associations qui rendent des honneurs à ces inconnus. Donc il y a des choses très très concrètes. Moi, je ne savais pas qu'au cimetière de Thiers, il y avait un cimetière de morts sous X. Et on apprend plein de choses d'ailleurs dans ce reportage. Et en même temps, d'une dignité, d'une délicatesse. Donc moi, j'ai voté tout de suite 20 sur 10. Et voilà. On va l'entendre. Je suis très fière de vous avoir choisi, de vous avoir défendu. Voilà, justement, c'est l'un des lauréats, on l'entendra tout à l'heure. Pierre, je sens la pression. Étienne Fimelin, président de la Fondation du Crédit Mutuel, pour la lecture. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Pour votre choix. Le choix, ça a été Émilie, qui est là, et que vous allez entendre tout à l'heure. Peut-être parce que j'ai une petite fille étudiante de 19 ans, et que le projet, exactement l'action qu'elle a décrite, c'est celle de l'aide à des étudiants qui sont en difficulté psychologique, et en formant ce qu'on appellera tout à l'heure des secouristes, pour essayer, entre pairs, ces secouristes sont eux-mêmes étudiants, de diagnostiquer des signes de souffrance psychologique, voire plus graves, et donc grâce à cela de pouvoir les aider, et ensuite éventuellement passer la main à des professionnels. Et vous savez, notamment après le Covid, les problèmes de santé mentale et même d'équilibre de vie des jeunes en général, des étudiants en particulier, sont considérablement aggravés. Et donc je pense que c'est un projet qui, je dirais malheureusement, et heureusement en même temps, colle tout à fait à des besoins très actuels. Qui a su vous captiver. On va vous entendre aussi, Émilie, tout à l'heure. Merci beaucoup. Patrick Dumière, pionnier du développement durable, auteur notamment de Réveil de la pensée européenne. Quel est, vous, le sujet qui a attiré votre attention? Le sujet vraiment qui, moi, m'a ému,
un peu même bouleversé parce que je ne pensais pas qu'on arriverait en Europe dans ces temps un peu chaotiques à faire de l'intergénérationnel, quelque chose de tout à fait nouveau dans la société européenne qui semble se diviser, se recroqueviller ou parfois même se replier les uns sur les autres et avoir peur de l'autre. Et bien dans le reportage que vous avez fait, en montrant que des jeunes et souvent des personnes venant d'ailleurs, des réfugiés, pouvaient au contact des anciens, de personnes plus âgées, de retrouver une vie et re-socialiser, se solidariser, c'est un magnifique exemple. Et je trouve que ce reportage vaut vraiment la peine d'être lu et d'être diffusé, parce que c'est vraiment un signe d'espoir. Merci de l'avoir fait. Merci beaucoup, Patrick. Donnez le micro à Christophe Leclerc, fondateur du média Euractiv. Bonsoir, Christophe. Et vous alors, le reportage qui vous a... J'ai été fondateur du média Euractiv, c'est exact, et je suis maintenant le président de Europe Media Lab, qui est un think tank. Exactement. Et j'ai deux questions. Est-ce que Saimi Zaibil est là? C'est vous, super, on va aborder tout à l'heure. Deuxième question, qui connaît Samse? Eh ben, Éléonore Guay, qui fait partie de notre conférence de rédaction et du jury, voilà. A d'ailleurs fait une émission, nous les Européens. C'est une petite île au large du Danemark, et je dirais qu'il y a deux choses qui nous ont particulièrement touchés, moi et les autres membres du jury, dans ce reportage que vous avez fait. D'abord, c'est super international, parce qu'un Tuniso-Suisse qui va faire un reportage dans une île au large du Danemark, c'est pas mal. C'est l'UNESCO. Et d'autres, oui. Et d'autre part, vous avez abordé ça sous un angle, c'est sur les énergies renouvelables dans cette île, sous des angles multiples. L'écologie, bien entendu, puisqu'il s'agit d'énergie renouvelable. La dimension sociale, c'est une île vieillissante qui doit attirer des métiers nouveaux. Une dimension économique, parce que c'est devenu une économie importante au Danemark. Et puis, il y a une dimension controverse aussi sur le développement local, avec l'idée de créer un pont, un peu comme le pont d'Oléron, qui a complètement abîmé la culture locale quelque part. Donc, bravo. C'était un beau teaser, ce sera le dernier des pistes de tout à l'heure. Merci beaucoup. Et bien de Dorothée, c'est vous, Dorothée Merville, qui clôturez les teasers du membre du jury. Je vous écoute. Quel est le reportage qui vous a plu? Alors moi j'ai beaucoup apprécié celui de Christina Cullen, je ne sais pas si je prononce son nom correctement, parce que je trouvais que c'était un reportage extrêmement européen et en tant que directrice de la Fondation Hippocrène, je suis attachée à ce qui donne envie d'Europe. Et ce qui donne envie d'Europe pour moi, c'est de montrer que des solutions locales peuvent être réutilisées dans toutes les villes. Donc j'en dirai pas beaucoup plus, mais il s'agit de chauffage, il s'agit justement de développement durable également. Et j'ai été très touchée aussi par voilà, le fait que cet exemple puisse être repris dans plusieurs capitales. Donc on a hâte d'en savoir plus tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous parlez de la Fondation Hippocrène. Vous faites partie aussi des mécènes de ce prix du reporter d'espoir. Donc on vous remercie, tout comme on voit tous les partenaires s'afficher, la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture, le CFC, le ministère de l'Europe. Merci aux partenaires médias, dont Le Figaro, Sud-Ouest, qui publient les reportages des lauréats. Donc les lauréats, dont vous allez entendre 5 pitchs ce soir. Merci aux partenaires des réseaux qui ont fait rayonner l'appel à candidature en France, en Europe et dans le monde. Et merci donc naturellement à la Gaîté Lyrique qui nous accueille ici ce soir dans le cadre de son cycle Utopia. Merci à vous tous, donc membres du jury. Alors, je vous invite à reprendre vos places. On peut les applaudir. Et vous installez sur ces canapés rouges maintenant les membres de notre conférence de rédaction pour justement débattre autour de ces pitchs. En fait, voilà comment ça va se passer. On va faire un magazine reporter d'espoir et pour ça, eh bien, on va devoir choisir le meilleur des thèmes qu'on pourra entendre ce soir pour, en tout cas pas le meilleur, mais celui qui attirera l'attention d'une une d'un magazine reporter d'espoir avec un dessin. Grâce au dessinateur Serge Bock, je vous demande de tous les accueillir. Je vais vous les détailler tout de suite après ce petit spot que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Ça passe sur France TV. C'est un extrait de cette série sur le Parlement européen. Monsieur les membres du jury, messieurs, dames, installez-vous pendant ce temps. Je vous présente tout de suite après. C'est un grand bâtiment en forme de caprice des dieux. La Du réaction. dessus. Ah oui, non, mais il y a même le sol là. Le boulot de ton député, en fait, ton boulot, c'est de proposer des changements cette fois. Hello, Michel Spittin will be taking care of that report. Thank you. Mais qu'est-ce que vous nous avez
fait nous tout seul. On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit. Non, ça on peut pas faire. Bonjour Maurice. Je m'appelle... Can I take these off? Votre conseiller politique vous orientez. Oui, d'accord, mais alors Maurice me déteste. On n'a pas. Oliver, you are right. Excuse-moi. Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés. Comme de Michel. Vous l'avez déjà rencontré? Allô. Non, Michel, ça va, c'est Thorsten. Vous venez déjà? Si la production halieutique dans sa conscription, c'est un mot d'adulte. Oui, oui. C'est possible. C'est Next. Et là, ça devient assez simple, puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13. Oui. Je vous ai entendu rire, c'est vrai que c'est une série assez rigolote. Alors merci d'accueillir, de nous applaudir Bernard Guetta, député européen et journaliste, François Vey, qui est journaliste ex-présentatrice du journal télévisé de France 3, encore reporter sur le terrain de guerre, conflit, auteur des livres dont le dernier journaliste ne devrait pas dire ça. Paolo Levi, il est où? Allez Paolo, prends place. Journaliste correspondant de la Stampa et d'AMSA. Paolo, il est assez connu pendant le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, il plantait des drapeaux européens sur les toits de Paris, on adore. Éléonore Gay, journaliste présentatrice de Nous, les Européens, sur France TV, donc notre globe-trotteuse, on va la présenter plus tard. Et tout au long de la soirée, nous aurons Serge Bloch qui est ici. Vous voyez ses dessins dans le Washington Post, le New York Times, mais aussi Le Monde ou encore Télérama. C'est avec nous qu'il est ici ce soir et on va choisir un de ses dessins pour cette une. Alors chacun a un peu un rôle. Bernard Guetta qui est ici comme un parlementaire européen, ce sera un peu le sage. Grand reporter aux mille anecdotes, ce sera Mémona. Globe-trotteuse de l'Europe, Éléonore. Artiste Serge, un autre artiste de la rédaction, ce sera vous, Paolo. Et un peu l'architecte de tout ça, c'est vous, François Vey. François, vous allez m'aider à structurer les idées, hein, puisqu'on va échanger, qui vont fuser sur cette scène après les pitchs de nos reporters. Mais d'abord, vous, Bernard Guetta, puisqu'on vient de voir cette série sur le Parlement européen, enfin un extrait, ça se passe vraiment comme ça? C'est si complexe à comprendre? Vous avez un micro, je pense, à côté de vous. Alors, écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que c'est une série que je n'ai pas vue et que je n'ai volontairement pas vue, que j'ai refusé de voir parce qu'on m'a donné le pitch. Le pitch est très simple. Il y a des députés idiots qui ne comprennent rien à rien et qui font, on se demande bien quoi. Alors non, ça ne m'a pas intéressé. Je ne l'ai pas regardé. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Je crois que c'est une facilité. Je crois que c'est une facilité nocive. Enfin, bon, je dois exagérer puisque je ne l'ai pas vu. Mais la démarche ne me plaisait pas. Est-ce que vous pensez que le sort qui est médiatique, qui est réservé à l'Europe, est un peu injuste en ce moment? J'aurais, pour faire plaisir à mon ami Nicole, une vue plus optimiste de la question. Non, parce qu'il me semble qu'il y a depuis vraiment peu de temps, depuis une poignée de mois, une évolution dans la manière dont la presse en général, c'est toujours très réducteur de dire la presse en général, mais enfin malgré tout, dont la presse en général traite, non pas l'Europe, mais l'Union européenne. Rappelons que l'Europe c'est un continent, l'Union européenne c'est une construction politique. On commence à décrire les débats au Conseil européen, c'est-à-dire à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, les débats qui ne sont pas les mêmes au Parlement européen. On commence à faire comprendre, enfin, mon Dieu, qu'il y a deux institutions comme dans tout comme dans tout ensemble de nature fédérale. Vous notez que je dis de nature fédérale et non pas fédérale, qu'il y a une chambre des États, c'est le Conseil européen, et qu'il y a une chambre de la fédération, de l'ensemble des peuples. Voilà. Bon, et qu'il y a par ailleurs la Commission. On commence, alors là vraiment pas assez à mon goût, mais enfin on commence à pouvoir lire entre les lignes que la réalité du pouvoir est au Conseil européen. Et que donc, quand des partis politiques
tapent du pied en criant il faut en revenir à l'Europe des nations, etc. Tout simplement, ces pauvres gens, je ne voulais pas dire ces pauvres imbéciles, je ne l'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. Non, j'ai dit simplement ces pauvres gens qui pourtant sont représentés au Parlement européen. Bon, il est vrai qu'ils n'y siègent pas souvent, enfin quand même, ils sont représentés au Parlement européen, ne se sont toujours pas rendus compte que la réalité du pouvoir dans l'Union européenne, c'était les États. C'est-à-dire que l'Europe des nations à laquelle ils aspirent, c'est tout simplement celle qui existe. C'est tout simplement celle qui existe. Tout, non, je ne peux pas dire tout le pouvoir. Enfin, je reprends. L'essentiel du pouvoir, c'est le Conseil européen, et quand il y a blocage, c'est le Conseil européen qui tranche, ne serait-ce que pour une raison très bête. Il tient les cordons de la bourse. C'est tout. Il tient les cordons de la bourse. Alors, nous, le Parlement européen, on fait des tas de choses, beaucoup plus intelligentes que ce qui est dit dans des séries télévisées, on va dire. On s'efforce de ne pas être totalement stupide. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas, réellement. Nous affirmons, mois après mois, et de plus en plus, depuis une poignée d'années, le pouvoir de la Chambre des peuples, ou du peuple européen, mais on est très très loin du compte, car encore une fois, le pouvoir c'est le Conseil, c'est-à-dire les États. On voit derrière l'un des premiers dessins de ça, je pense que, je ne sais pas si la caméra est bien branchée. Bon, voilà, là ça apparaît. Il y a un truc qui est vachement injuste, c'est que moi je ne peux pas voir le 10. Mais bon, mieux vaut pas se retourner en vrai. C'est dommage si on ne peut pas voir, voilà, ça se dispute en Europe. Bon, on va demander à régler ça. Peut-être que vous avez un avis là-dessus. Est-ce que les médias ont trop tendance à dire la faute à l'Union européenne? Qu'est-ce que vous en pensez, chers collègues? Paolo, il y a un micro, je pense, de vous. Regarde s'il est allumé, parce que c'est par en dessous. Oui, bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation à ce prix de reporter d'histoire. Je sais qu'il y a aussi un anniversaire de reporter d'espoir. C'est les 20 ans de l'association, voilà, le troisième joyeux anniversaire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bernard Guetta. Et je considère une chose, oui, les médias, ok, ils ont certainement leur responsabilité, mais les médias sont aussi le reflet de nos représentants politiques en Europe, et la vérité, au fond, c'est que depuis la nuit des temps, l'Union européenne est devenue un extraordinaire bouc émissaire pour nos politiques, en France, en Italie. Moi je suis italien, mais c'est la même chose en France, c'est la même chose partout dans les pays européens. C'est-à-dire que l'Union européenne est un instrument extraordinaire pour nos représentants politiques nationaux pour dire que quand une chose ne marche pas, c'est bien évidemment la faute à l'Europe, c'est Bruxelles. En revanche, quand quelque chose marche, la peau des fesses, eh ben c'est nous l'avons fait, we make it, etc. Donc il faut absolument se regarder et interrompre ce cercle vicieux qui peut-être payant sur la courte durée pour regarder aux prochaines élections, et donc ça paye électoralement, mais qui, sur le moyen et sur le long terme, est une extraordinaire balle sur le pied que nous tirons tous, nous, les Européens. Donc, déjà, il faudrait avoir l'honnêteté de dire que quand il y a une conquête importante, souvent, elle vient aussi d'une impulsion bruxelloise. Il faut aussi dire, à mon avis, arrêter cette forme de snobisme, de pointer du doigt les technocrates. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu 5 ans à Bruxelles. Et enfin, j'ai pu toucher du doigt ces technocrates. Alors, ces technocrates, c'est qui? C'est des jeunes, souvent très sympathiques, qui parlent au moins 4-5 langues, on dirait, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils font. Ils sont souvent loin de chez eux. Ils ont étudié énormément. Ils arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas et ils gèrent, disons, une administration, ils font des choix qui concernent plus ou moins 450 millions d'Européens. Tout cela
pour un nombre de fonctionnaires, les fonctionnaires européens, je pense qu'on est autour des 80 000, 50 000, 80 000, qui sont moins que ceux de l'Île-de-France ou de la région du Latium en Italie. Donc, voilà. Pardon, on est beaucoup moins de... Il y a beaucoup oui, non, moins qu'est-ce que de j'ai dit? fonctionnaires européens. Il y a 30 et quelques mille. Oui. Pardon, oui. 30 et quelques mille. 30 et quelques mille. Donc voilà. Après, une dernière chose que je veux dire, c'est que quand on pense à l'Europe, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que c'est un projet accompli. Et donc, bien sûr, on dirait, non, l'Europe est un projet en devenir. Moi, je pense toujours, je ne sais pas si vous êtes allé à Barcelone, il y a cette cathédrale qui s'appelle la Sagrada Familia, qui a des grues, des échafaudages. C'est quelque chose qui est en train d'être construit, mais qui n'est pas abouti, qui n'est pas accompli. Quand on pense à l'Europe et quand on la critique, on doit toujours garder à l'esprit cette dimension-là. C'est quelque chose de très récent dans l'histoire de notre continent. Elle a été construite, créée en 1900, dans l'après-guerre. Et donc, voilà, quand on la critique, on doit toujours se rappeler que c'est un projet en construction. Si je vais face à Notre-Dame, où aujourd'hui on vient enfin d'enlever une partie d'échafaudage sur la flèche de Viollet-le-Duc, je ne dis pas, mais mince, c'est affreux, on voit... Non, c'est quelque chose en construction, en devenir. Et la même chose, c'est l'Europe. Un projet en devenir. Vous voulez répondre peut-être à... Ah non, je ne veux pas répondre, je veux approuver et applaudir. D'accord, très bien. Non, je veux approuver et applaudir parce que les grands reproches que l'on puisse faire au traitement par les presses, il y a beaucoup de presse, de l'Union européenne, de sa vie, ses évolutions, etc. Ce sont les approximations de vocabulaire qui sont fatales. Enfin, dire Bruxelles, c'est qui Bruxelles? C'est terrible pour les Belges. Je ne sais pas, mais enfin, ce qui est vrai, ce qui est absolument vrai, c'est que Bruxelles est la capitale de la Belgique. Et il se trouve que la capitale de la Belgique abrite sur son territoire les trois principales institutions européennes, qui sont le Conseil, la Commission et le Parlement. Donc, quand on dit Bruxelles, d'abord, il y a une première erreur totale, parce que la capitale de la Belgique n'est pas l'Union européenne, et deuxièmement, il n'y a pas une institution, il n'y a pas un pouvoir, il y a deux chambres et il y a la Commission. Mais au-delà de cette approximation de vocabulaire dévastatrice, parce que quand on dit Bruxelles, ah bon, et donc c'est donc une entité métaphysique, c'est un pouvoir de martien, enfin on ne sait pas très bien ce que c'est. Bon, on ne sait pas ce que c'est, quand on ne définit pas les choses, vous connaissez la citation de Camus. Mais j'en reviens à ce que vous venez de dire, et qui est à mon avis absolument essentiel. Tout le monde parle, mais la presse, les hommes politiques, tout le monde, et le café du commerce, absolument tout le monde, sans exception, de l'Union européenne comme d'une chose établie. Non, comme vous venez de le dire, l'Union européenne est une chose en construction. Est une chose en construction qui évolue et qui a considérablement évolué depuis le traité de Rome et évidemment depuis les premières tentatives, les premiers petits cailloux sur la route de l'unité européenne. Il est évident que l'Union européenne n'est pas les communautés d'hier, que l'Union européenne avec la monnaie unique n'est pas les communautés sans monnaie unique, que... Et alors là, je me tourne vers Nicole. Mais bien sûr, personnage essentiel de notre réunion. Et je plaisante, et je ne plaisante pas, puisque vice-présidente de l'Institut Delors, quand même, je ne me trompe pas, une grande responsabilité dans l'Union européenne. Écoutez, aujourd'hui, depuis, disons, 4-5 ans, mais tout particulièrement depuis 18 mois, l'Union européenne est en train d'évoluer à vitesse grand V. Et est en train d'évoluer à vitesse grand V, car grâce aux personnes que j'appelle les pères refondateurs de l'Union européenne, qui sont Donald Trump, le Covid et Poutine. Qui sont, mais je ne plaisante pas, qui sont donc les crises accélèrent l'histoire. Ben bien sûr, les crises accélèrent l'histoire, et aujourd'hui, nous marchons vraiment vers la défense commune, nous marchons vers les projets industriels communs, nous marchons vers la construction
du troisième moment de l'unité européenne, qui est celui de l'affirmation d'une union politique. Peut-être voilà, Éléonore, François ou Mémona, quelqu'un pourrait agir pour... voilà. Je vais casser l'ambiance. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais juste, est-ce que on a dit les médias, on a dit les politiques, est-ce que c'est pas aussi les lobbies, la communication de l'Union européenne qui est peut-être chaotique? Je vous préviens, je vais peut-être casser l'ambiance. Hein. Bon, je travaillais aussi sur les questions européennes, puisque à l'époque, il y avait quelques émissions, notamment en France 3, c'était Avenue de l'Europe, et même France Europe Express de Christine O'Crane. Je vais casser l'ambiance parce que il y a un peu d'entre-soi dans notre histoire, là, ce soir. C'est très bien de rappeler que l'Europe est essentielle, il n'y a aucune discussion là-dessus. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'à une époque, il y avait des locomotives qui incarnaient l'Europe, à tort ou à raison, mais il y avait des têtes d'affiche extrêmement attractives, si bien que, même si les médias n'ont jamais vraiment aimé traiter ce sujet de l'Europe, il y avait les Thatcher, Mitterrand, évidemment Delors, Kohl, et quelques têtes comme ça. Donc ça identifié. Tout à l'heure dans le métro, je me suis dit, mais j'aimerais bien poser la question aux gens qui sont là, qui aujourd'hui est le chancelier à Berlin? Qui est au 10 Downing Street? Bon, chez nous on sait un peu, mais et Bruxelles. Et alors, attendez, une autre chose. Quand je dis je vais casser l'ambiance, c'est que je veux revenir sur le plancher des vaches. Le plancher des chats et des chiens en l'occurrence. J'ai interrogé des gens, chez nous, dans les Landes, à Cap-Breton, de la clinique vétérinaire de mon grand garçon. Les gens viennent là, donc... Mais l'Europe, aujourd'hui, c'est un truc qui ne leur dit plus rien, mes amis. Désolé. Alors le soir, c'est pas un monde idéal que je suis en train de raconter. Le soir, en sortant le chien avec Julien, je lui dis, dis donc quand même, c'est pas drôle, hein. Et lui me dit, il a 40 ans. Il a étudié en Belgique d'ailleurs, à Liège. Il a énormément de reconnaissance pour les Belges et il aime la Belgique, soit dit en passant. Il me dit, mais maman, mais il y a quand même une chose, hein, c'est que moi, tu vois, je suis peinard, je suis dans ma clinique, je travaille, et je suis pas obligé d'aller à la guerre. Et ça, je dis, mais écoute ça c'est déjà une chose absolument essentielle dans ta génération, dans la mienne non plus, on n'a pas connu l'Europe. Et pourtant, parmi les choses qui me fâchent aujourd'hui, Bernard Guetta, je sais que tu connais le continent pour avoir été sur le terrain et sur place, est-ce que ça ne t'offusque pas que les Polonais soient en train de chasser les Ukrainiens sous prétexte que les Ukrainiens viennent de leur côté vendre des produits que ça leur fait concurrence? Ils sont décevants, nos amis polonais. Et pourtant, ils ont énormément profité de l'Europe. J'ai traversé ce pays du Nord au sud-est, en ouest, à l'époque où ils crevaient la faim dans les années 80, après Solidarność, après la création de Solidarność en août 80, et puis au moment de l'état de guerre jusqu'en gros 87. Voilà. Mais eux, qui ont tant profité de l'Europe, ils font la chasse aux Ukrainiens, qui sont un pays en guerre, en train d'essayer de vendre quelque chose pour survivre. C'est ça l'Europe qu'on montre au monde. C'est trop décevant. Je n'oublie pas d'être idéaliste. Je n'oublie pas du tout. Mais voilà l'Europe qu'on a sous les yeux et il faut aller évangéliser à nouveau. C'est vrai. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir, pour savoir ce que vous avez dans le ventre. Parce que j'ai vraiment besoin que vous redonniez un peu... Voilà. Il va le faire dans 10 minutes. Juste, peut-être, Éléonore, vous qui avez parcouru comme toute l'Europe avec votre émission, il y a ce sentiment-là. On n'a pas l'impression que les jeunes, notamment, connaissent l'Union européenne. Ah, merci. Bruxelles et les extraterrestres de Bruxelles. Alors, moi, ça fait quelques années que je travaille et je dois dire que ce qu'on peut appeler la rubrique Europe ou les thématiques autour de l'Europe ont pendant longtemps été jugées comme chiantes. Deuxième catégorie. Hein, ou pas sexy. Ça, c'est la version un peu plus sympa. C'est ça l'Union européenne, elle est pas mal celle-là. Et en effet, c'est en train de changer avec l'invasion de l'Ukraine. Il y a des choses qui changent. On a tout d'un coup une curiosité pour des équilibres politiques qui ne nous intéressaient pas auparavant, ou pour ce que font certains de nos voisins, sur lequel on a un regard, parce qu'aussi, ça peut être porté par les institutions européennes. Il y a des valeurs communes qui sont importantes. La paix, évidemment. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand on raconte, moi quand je raconte autour de moi, je fais une émission sur l'Europe, la première réaction des gens c'est de me dire « Ah, tu passes ton temps à Bruxelles, ah, ça doit être vraiment chiant ». Alors, on leur dit « Bah non, déjà, nous, alors, on passe assez peu de temps à Bruxelles parce qu'on n'est pas une émission sur l'Union européenne, mais le fait de traverser ce continent, ça permet de voir tous ces pays qui sont tournés vers l'avenir. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, et la question des équilibres européens aujourd'hui politiques
les cartes qui ont été rebattues avec la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui, je pense, peut être expliqué par des reportages, par des interviews, qui peut être expliqué simplement, y compris sur les réseaux sociaux. Il y a quand même quelques comptes Instagram qui ne sont pas inintéressants de jeunes dans les différents pays européens qu'on traverse. Et c'est aussi à nous, journalistes, d'essayer de trouver alors une exposition dans les rédactions, donc ça c'est un vrai débat et ça l'est toujours, même si ça l'est de moins en moins, mais aussi une exposition dans un langage qui peut parler à tous. Parce que oui, il y a une forme aussi de, quelquefois, approche qui peut être un peu technique de l'Europe, on ne comprend pas très bien comment fonctionnent ces institutions, etc. À nous de faire aimer l'Europe, justement. C'est ce qu'on doit faire, de la pédagogie, du décryptage, et essayer de trouver une façon de parler de ces grands thèmes politiques de manière incarnée. Et ça, c'est important, ça peut aider les uns et les autres à mieux comprendre le monde dans lequel ils évoluent et le poids des institutions européennes sur leur quotidien. François, vous faire tomber les barrières? Eh bien, pour prolonger ce qui vient d'être dit, il me semble que les médias s'intéressent effectivement beaucoup aujourd'hui, notamment à cause de l'Ukraine, je pense, à la vie des Européens. Et ce qui nous réunit ce soir, en fait c'est ça, c'est la manière dont on vit en Europe, dont les uns et les autres vivent en Europe. Moi, j'appartiens à un magazine Zadig, dont la vocation première, c'est de raconter la France des territoires, raconter la France de l'intérieur, raconter la France des anonymes. Et j'ai le sentiment que, à travers toute l'Europe, il y a toute une presse qui traite de ça, qui traite de la vie concrète des Européens. Et moi, j'aime beaucoup Reporters d'Espoir depuis longtemps, parce que à chaque fois, il y a des initiatives, à chaque fois, il y a des groupes qui innovent, et je trouve que c'est porteur d'espoir, c'est le cas de le dire, et porteur d'envie. Et donc, je trouve que cette façon de parler de l'Europe à travers les Européens qui la vivent, et aujourd'hui, je pense qu'on mesure plus qu'avant ce qui nous unit, je trouve que c'est une nouvelle façon, finalement, de faire venir à l'Europe. Un mot de la fin, peut-être, Bernard Guetta, avant qu'on passe au pitch. Je voudrais avec un micro, ce serait plus sensible. Voilà, c'est j'en ai. Je voudrais te répondre. Oui, les agriculteurs et les routiers polonais qui s'opposent aux routiers et aux agriculteurs ukrainiens. Oui, bien sûr, c'est une réalité. Elle est triste, mais premièrement, on peut la comprendre. Et souvenons-nous que quand l'Espagne est entrée dans les communautés, à l'époque c'était encore les communautés, les agriculteurs français allaient matin, midi et soir vider les camions d'agrumes espagnols qui arrivaient à la frontière, piétinés, bulldozisés, etc., etc. Bon, bah écoutez, voilà, ils craignaient la concurrence des agrumes espagnols. Bah, aujourd'hui, non, c'est pas comme ça que ça se pose. Oui, hein. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Globalement, et après, il y a eu le plombier polonais. Après, il y a eu le plombier polonais. Mais voilà, M. Poutine envoie l'Ukraine. Les 27 pays de l'Union européenne ont pour réflexe de dire non seulement il faut envoyer des armes, non seulement il faut les soutenir financièrement, budgétairement, mais il faut ouvrir nos frontières aux céréales ukrainiennes. Puis 2 ans après, ben, on s'aperçoit ce qui était évident, mais deux injonctions contradictoires. D'une part, la solidarité, et d'autre part, penser au sort des agriculteurs polonais. Et bien maintenant, je te propose une deuxième lecture. Les Polonais, il y a quelques mois, ont viré le gouvernement d'extrême droite qui les gouvernait. Les partis qui sont au pouvoir aujourd'hui, semaine après semaine, montent dans les sondages. Semaine après semaine, l'extrême droite sortante baisse. Alors ça se passe très doucement, hein. C'est 0,4, 0,6, 1, etc. Mais le mouvement est là. Le nouveau gouvernement a trouvé des compromis entre les agriculteurs polonais et les agriculteurs ukrainiens, entre les routiers des 2 pays. Ça marche plutôt bien, ça marche beaucoup mieux. Et ce même gouvernement polonais était à Paris puis à Bruxelles
en la personne du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères polonais, pour relancer avec la France et l'Allemagne le triangle de Weimar, c'est-à-dire cette alliance diplomatique entre les trois pays, alliance absolument indispensable, et les trois pays ont affirmé avec une force, mais vraiment incroyable, il faut lire les textes, leur soutien à l'Ukraine, leur volonté de développer une industrie pan-européenne d'armement afin que nous puissions résister à l'agression de M. Poutine. Alors il ne faut pas s'arrêter aux difficultés. Naturellement qu'il y a des difficultés. Nous construisons un ensemble aujourd'hui de 27 pays, demain de 33, 34, peut-être 35 pays. Évidemment que c'est effroyablement difficile. Évidemment que quand l'Espagne, le Portugal sont entrés dans les communautés, ça a été effroyablement difficile. Mais la question à se poser, ce n'est pas, pardonne-moi, sottement, est-ce que c'est difficile ou pas? Parce que, évidemment que c'est difficile. La question à se poser, c'est est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que nous en avons besoin? Est-ce que si nous ne résistions pas à M. Poutine, ensemble, comme nous le faisons aujourd'hui, la situation serait meilleure ou pire? Mais, non mais d'accord, on va peut-être pas aller sur ce débat, parce qu'on est là pour écouter les lauréats aussi. Non, moi je ne sais pas, vous m'avez invité pour un débat, mais si je peux poser le micro, je le fais immédiatement. Non, mais on entend ce cri, on entend ce élargissement, mais il faut quand même qu'on passe au... Non, mais je ne suis pas là pour crier, je suis là pour débattre. Non, ce besoin d'Europe, et c'est un cri d'amour d'ailleurs, et c'est pas un vrai cri au sens propre du terme. Pardon, ce n'est pas un cri d'amour, c'est un cri de besoin, c'est un cri de nécessité. Il faut le comprendre. En tout cas, il a été entendu. Merci beaucoup. Et on va passer maintenant au pitch, parce que c'est aussi ça qu'on voudrait entendre ce soir. 5 des lauréats sont ici parmi les 7 lauréats parmi nous. On salue ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, qui sont Marie Douniac pour son sujet sur la construction en terre crue armée face au béton, un reportage en France. Et Fatou Touré pour l'ONG Village Pilote au Sénégal, une lueur d'espoir pour les enfants des rues. Notre salut aussi au Sénégal. Et maintenant, donc, on passe au pitch pour nous inspirer en tant que conférence de rédaction. Merci d'accueillir Émilie Andrieux, qu'on va écouter ici. Je vous laisse le micro pour son pitch sur les étudiants secouristes en santé mentale à l'Université de Bordeaux. On vous écoute, Émilie. 1 sur 6. Ah, est-ce qu'il a allumé le micro? Mais c'est bon, désolé. 1 sur 6. C'est le nombre d'étudiants européens qui souffrent d'un problème de santé mentale. En France, c'est près de 43% des étudiants qui connaissent des symptômes dépressifs. Isolement, stress, précarité, éco-anxiété, actualité anxiogène, la santé mentale des étudiants s'est fortement dégradée depuis la crise sanitaire. C'est pour répondre au mal-être grandissant des étudiants que des pays européens comme l'Irlande, l'Allemagne ou la France ont déployé un programme d'aide. C'est le Mental Health First, ou programme des premiers secours en santé mentale. Venue d'Australie, la formation est développée à l'échelle européenne dans le milieu universitaire depuis 2019. Après l'université de Cork en Irlande ou l'université de Twente aux Pays-Bas, l'université de Bordeaux a été la première université française à se porter volontaire et à proposer la formation. Son objectif est clair, former des étudiants secouristes capables de repérer des signes de détresse psychologique et de venir en aide à leurs pairs. Dans les couloirs, les toilettes, l'espace de santé de l'université de Bordeaux, des affiches sur la formation PSSM. Sur les réseaux sociaux, le programme fait aussi parler de lui. Comme beaucoup d'étudiants, c'est comme ça que j'en entends parler. Mon école de journalisme ne propose pas la formation. Loin d'être une exception, seuls 53 établissements sur plus de 3000 proposent le programme. Pourtant, sur place, je suis frappée par le succès de la formation. Sur le campus de Pessac, plus de 1000 étudiants secouristes ont été formés. L'intérêt est donc réel. Malgré les 2 formations par semaine, il n'y a pas assez de place pour satisfaire la demande.
Car de Pessac à Twente ou au Cork, le bilan est positif. Plus de 87% des étudiants secouristes se sentent prêts à intervenir et à venir en aide à leurs pairs. Bien sûr, ils le savent, ils restent des étudiants, ils ne remplacent pas les professionnels de santé. Pendant ces 2 jours, je rencontre Roger, étudiant en doctorat. Dans la salle de classe, lui, comme d'autres, ont été touchés par des problèmes de santé mentale. Lui a frôlé un burn-out il y a 1 an et est venu participer à la formation pour venir en aide à l'une de ses camarades. Je suis donc particulièrement touchée par son altruisme, sa sensibilité. Dans cet environnement serein de proximité, chaque élève se sent libre de raconter son histoire. 15 heures de formation sur les troubles psychiques et différentes mises en situation plus tard, tous les étudiants connaissent par cœur le plan d'action PSSM. A et Ré, pour approcher, écouter, réconforter, encourager et renseigner. Des premiers gestes qui peuvent changer la vie de beaucoup de jeunes Européens. Émilie, on passe à Amélie Richmuth pour le Danemark. Grâce à Elderlund, l'intégration devient un vecteur de lien social. Je dois vous faire une confidence. Mon article n'aurait jamais dû voir le jour. Lorsque je l'ai écrit au printemps dernier, je travaillais encore comme conseillère export à l'ambassade du Danemark en Suède. Un rôle qui exige réserve et discrétion. Et pourtant, l'envie de partager ce reportage avec vous a été plus forte que tout. Parce qu'au Danemark, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Cette idée un peu folle, elle est partie d'une question en apparence un peu naïve. Et si intégration rimait vraiment avec cohésion? Au Danemark, ces 2 mots rejoignent le concept de l'entreprise sociale et solidaire Elderlund. Pour rompre l'isolement, cette structure met en relation une personne âgée avec un immigré désireux d'apprendre le danois. Et en près de 7 ans d'existence, les résultats sont là. 1600 binômes ont été formés dans plus de 70 communes à travers tout le Danemark et 90% des participants font des retours positifs sur l'expérience. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Le nombre de personnes déclarant souffrir de la solitude au Danemark a augmenté ces dernières années, au point que le gouvernement danois a lancé en juin dernier une stratégie nationale en la matière. Au niveau européen, on partage également cette prise de conscience autour de cet enjeu de santé publique, car l'effet Covid se fait toujours sentir. Depuis 2019, le nombre de citoyens européens en situation d'isolement a doublé, si bien que la Commission européenne appelle désormais de ses vœux l'adoption d'une vision commune autour de la santé mentale à l'échelle du continent. Dans ce contexte, le concept d'Elderlund a tout pour s'exporter au-delà des frontières du Danemark et pourrait ainsi contribuer à créer une société inclusive et résiliente. La preuve, s'il en fallait une, que l'intelligence collective a de beaux jours devant elle, car les idées lumineuses sont une source d'énergie renouvelable comme une autre. Merci beaucoup. Allez, le dernier de cette première série, Pierre Terrasse pour Mort sous X. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très content d'être là avec vous ce soir. Donc ce reportage il commence vraiment au coin de la rue, puisque en bas de chez moi en fait vivait un SDF d'origine espagnole, apprécié d'ailleurs par tout le quartier. Et un jour je ne l'ai plus vu, ce SDF, et un amas de bouquets de fleurs et de petits mots apportaient les riverains, 1 bouquet, 2 bouquets, 3 bouquets, à remplacer le vide de son spot habituel, de son emplacement de tous les jours. Et alors j'ai compris qu'il était mort, ce SDF, en lisant les mots. Et j'ai voulu savoir où il était enterré, par qui et comment il avait été enterré. Mais j'ai jamais retrouvé sa trace. J'ai découvert en revanche les jardins de la Fraternité. C'est un gigantesque cimetière de tombes anonymes en banlieue parisienne, à Thiers, vous l'avez dit je crois.
Et dans ce cimetière, en fait, il y a beaucoup de tombes avec les inscriptions X, ou masculin, féminin X, et parfois avec une date de décès quand elle est connue. Alors dans cet endroit un peu étrange, j'ai repensé à une phrase d'Albert Camus, que vous avez aussi citée, qui est que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. J'ai pensé aux familles, aux copains des disparus, qui cherchaient peut-être leurs proches, qui avaient disparu, qui se retrouvaient là, dans ce cimetière. Et j'ai voulu donc comprendre comment et pourquoi des gens mouraient non seulement seuls, mais ils mouraient aussi inconnus. Alors ce que j'ai découvert sur le terrain, en fait, c'est que des milliers de personnes meurent sans avoir été identifiées chaque année en France. Ces personnes, ce sont des sans-abri, mais aussi des migrants, des personnes âgées isolées, des bébés abandonnés, des victimes d'homicides qu'on a retrouvées dans le canal et qui sont un petit peu abîmées. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que leur prise en charge par les communes de décès, qui sont responsables aux yeux de la loi, de l'inhumation, cette prise en charge est défectueuse. Donc les enquêtes, notamment, qui sont censées les identifier, les enquêtes ADN, sont obligatoires depuis 2012. En réalité, elles sont presque jamais menées à terme, et les morts anonymes sont bien souvent enterrés dans des conditions déplorables, c'est-à-dire à la chaîne, parfois nus, et sans cérémonie. Donc pour pallier à cette défaillance des pouvoirs publics, ceci dit, des associations et des collectifs de citoyens engagés enquêtent pour retracer leur histoire, pour retrouver leur famille, pour leur offrir une dignité dans l'enterrement et dénoncent les abus dans la prise en charge de ces défunts. J'en remercie trois en particulier ce soir qui m'ont accompagné pour ce reportage. Les Morts de la rue à Paris, les Morts sans toit à Lyon et le collectif Dignité Cimetière à Rennes. Voilà, n'hésitez pas à les soutenir financièrement. Et ce que j'ai découvert finalement, c'est ce qui m'a le plus interpellé, c'est que ce problème est absolument inquantifiable. C'est-à-dire que personne, ni la police, ni les hôpitaux, ni les médecins, ni les politiques, ne sait dire combien de gens meurent sous X chaque année en France, alors que chez nos voisins européens, des solutions concrètes existent pour pallier à ce problème. Je vais en citer deux pour faire court. En Suède, notamment, les informations dentaires donc des dentistes, des personnes sont réunies dans des fichiers centraux de la police pour identifier les morts, puisqu'on a tous une dentition unique, que ce soit au niveau des cassures, des plombages, etc. En Belgique aussi, la police fédérale expose sur Internet les photos des corps retrouvés, des tatouages, des signes distinctifs ou des objets retrouvés sur les personnes, ce qui permet de les identifier. En France, moi, j'ai jamais retrouvé ce SDF qui vivait en bas de chez moi, mais j'aimerais citer le slogan des Morts de la rue pour terminer, qui est qu'en interpellant la société, en honorant ces morts, nous agissons aussi pour les vivants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers collègues, on va établir un sommaire idéal. Quel est ces trois reportages, quel est celui qui pourrait avoir sa une, par exemple? Il y en a deux autres qui suivent. Hein. Paolo, un commentaire. Mais, moi, je trouve que d'un point de vue strictement journalistique, le reportage Mort sous X est celui qui m'a le plus touché. La dimension européenne, effectivement... Pour illustrer, on a l'un des dessins qui devrait aussi faire peut-être une Mort sous X. Un mort et les gens qui meurent dessus. La dimension européenne, je l'ai en revanche plus retrouvée dans le reportage sur les secouristes, c'est-à-dire que vraiment là, c'est un apprentissage, une formation qu'on pourrait songer à l'échelle européenne, mais voilà, ça c'est mon... Ok. Éléonore, peut-être, François, peut-être on va faire chacun son tour. Éléonore. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces trois sujets, c'est qu'on y retrouve de l'humanité, une générosité, un intérêt pour l'autre. Évidemment, le sujet Mort sous X est très fort, puisqu'il s'agit de décès, il s'agit de personnes qui disparaissent. Vous parlez de migrants. Moi, j'ai accompagné quelqu'un aux Canaries voir la tombe d'un migrant. Ils ne savaient même pas son nom, ils sont enterrés, c'est marqué immigrant, et le numéro qui a été attribué au bateau quand ils arrivent, c'est extrêmement choquant. Et ce sujet, il nous interpelle, il est très beau, il apporte aussi des solutions, il pointe des défaillances. Donc c'est un très bon reportage journalistiquement parlant.
Moi, j'ai trouvé les deux autres sujets très intéressants parce que ça parle aussi de faire société, ça parle de l'idée d'une communauté, ça parle de solutions qui sont finalement assez simples. Les étudiants, c'est pas grand-chose la formation des étudiants, mais c'est un moment où on se dit « Ah, et si nous, on se prenait en charge un petit peu, qu'on apprenait des choses et qu'on regardait autour de nous ce qui se passe, et si quelqu'un ne va pas bien, on va pouvoir lui dire « Je peux t'aider un petit peu ». Et si je ne peux pas, je vais t'envoyer vers quelqu'un. Donc ça dit des choses sur la société d'aujourd'hui, c'est très générationnel aussi, cette prise en compte des questions mentales, des problèmes mentaux et de la solitude, qui étaient finalement des choses qu'on jugeait pas très importantes il y a quelques décennies. Donc j'aurais du mal à choisir, mais j'ai quand même une petite préférence pour le reportage de Mort sous X. Voici d'autres dessins de Serge Bloch, mais voilà. Alors, du point de vue journalistique, le sujet sur les maladies mentales est un énorme sujet. Il y a en France plus de 200 000 tentatives de suicide. Je ne savais pas que vous allez parler de ce sujet. Encore un dessin qui illustre les maladies mentales. Pour avoir écrit notamment, je n'ai pas su voir ni entendre, on l'a vécu, on le vit tous les jours. En France, il y a plus de 200 000 tentatives de suicide par an. Une tentative, c'est pas juste de la rigolade et on passe à autre chose. C'est une mine antipersonnelle dans une famille. Et vous n'avez plus jamais la tranquillité. Il y a plus de 10 000 morts. Il y a beaucoup moins de morts sur la route. Dans les années 70, par exemple, il y avait 16 000 morts, aujourd'hui il y en a 4 000. C'est toujours un énorme problème. Mais sur la santé mentale qui provoque ce défilé de cercueils chaque année, plus de 10 000 morts de suicide, j'allais dire, c'est énorme, c'est vilain, réussi. Et 200 000 tentatives, c'est ça, c'est pas un sujet journalistique, qu'est-ce que c'est? Et à côté de ça, il y a une pauvreté des moyens pour soigner les jeunes et les vieux. Chez les jeunes, on se suicide beaucoup, mais vous savez aussi que chez les gens de plus de 75 ans ou 80 ans, ils ne téléphonent pas pour dire « Allô, je vais me suicider ». Ils se flinguent, et puis les familles ont honte. Ce sujet-là est un sujet majeur. Ce sujet de la santé mentale est un sujet majeur. Oui, journalistiquement, il se justifie, je le mettrai en une, sans aucun problème, pour le connaître très bien. Avec ce dessin? Bah oui, par exemple, parce qu'il manque de psychiatres, il y a eu un groupe de travail sur l'économie de la santé qui a relevé qu'en France, il manquait plus de 1000 psychiatres, donc 2 médecins. Allez chercher un psychiatre. Allez chercher, vous allez voir si vous en trouvez. Il y a des régions en France, comme la région Nord, ou du côté de Nancy, il y a des pôles... Je ne savais pas que je l'intervenir là-dessus, mais moi j'en profite et je souligne. Il y a des régions qui sont assez bien dotées. À Paris, allez chercher un psychiatre en disant « Mon mari a voulu se suicider ». Et s'il vous plaît, entendez-moi, allez-y, vous n'en trouverez pas. Dans toute la région Aquitaine, il n'y en a pas. Si vous êtes dans les Landes, vous montez à Bordeaux, et à Bordeaux, on va dire « Oh, c'est pas votre région, là ». Oui, ce sujet-là est un sujet énorme. Et concernant les jeunes, c'est encore pire, j'allais dire, même si toute vie vaut une vie. Si votre mari a envie de se suicider et qu'on le retrouve au bord de la plage le matin, et qu'il est dans le coma, c'est pas drôle non plus. Voilà. Ce sujet-là est un vrai sujet de société. Bernard, François même là, tu peux donner le micro. Non, merci. Écoutez, j'ai dirigé dans des vies antérieures 2 magazines, l'Observateur et l'Expansion. Je vais donc vous parler comme directeur et vous dire que les 3 sujets sont formidables, les 3 sujets sont capitaux. Il n'y en a qu'un seul que j'aurais pu mettre en une, c'est Mort sous X, parce que le titre est là, parce que le titre est intriguant, parce que, je vais prononcer le mot terrible, parce qu'on achète. Mort sous X, on achète. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est un polar, on ne sait pas ce que c'est, mais on achète. Enfin, moi j'achète. Mort sous X, j'achète immédiatement. Et puis, je suis heureux de découvrir ce qu'est le sujet, précisément. Les autres sujets, c'est l'ouverture des pages du service société. C'est l'ouverture des pages du service société. Ce n'est pas la une. Moi, je n'aurais pas mis en une ni les maladies psychiatriques, ni Lille. Parce que Lille, comment vous allez titrer en une Lille? Une île, machin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'achète pas. Je n'achète pas quand je passe devant le kiosque. Je dirais même, je n'achète pas quand je pianote sur Internet et que je fais tourner les pages. Non, il me faut autre chose. Il me faut autre chose. Alors, le sujet de une, mais encore une fois, ne confondons pas 2 notions.
sujet de une et sujet d'importance. De toute façon, tous les trois sont lauréats. Avant de passer à... Mais c'est juste pour faire notre magazine. François, un commentaire? Bernard a fait le travail, ce qui ne nous étonnera pas. Et effectivement, moi je rejoins mon collègue de droite. Effectivement, ce sujet mort sous X, quand je l'ai découvert, je me suis dit, c'est pas très européen et c'est pas très espoir. Hein, mais effectivement, il y a l'émotion et puis on est à l'essentiel, c'est-à-dire la dignité. Donc pourquoi effectivement ne pas le mettre en avant, ne pas le vendre effectivement sur la couverture, et ce qui permet d'amener aux deux autres sujets assez naturellement, parce que les deux autres sujets, pour le coup, ils sont à la fois européens et très constructifs, et on a envie en fait que ça fasse des émules, tout simplement. Et effectivement, la dimension des étudiants et de la santé mentale, c'est quelque chose qu'on évoque très très souvent, et j'avais jamais entendu qu'il y avait concrètement une éducation, une sensibilisation, une possibilité effectivement pour que les étudiants eux-mêmes, qui sont quand même les mieux placés dans une circonstance pareille, puissent effectivement venir en aide à des camarades qui sont sur le point de se suicider ou qui sont en grande souffrance. Donc je trouve le sujet formidable. Après, l'aide intergénérationnelle, je connaissais un peu plus, il y a eu d'autres exemples comme ça en Europe, mais c'est quand même des sujets formidables. On a un exemple encore, le dessin de Serge qui fait aussi partie de cette conférence de rédaction pour Mort sous X. Il faudra choisir celui qui représente le mieux ses dessins. Allez, on va passer à la deuxième série, encore deux lauréats qu'on va entendre, mais avant ça, puisque voilà, vous avez vu les idées fusent, c'est ça aussi l'Europe. L'Europe, c'est aussi la salade grecque, puisque je viens d'Athènes. Voilà un extrait de cette série qui est en ce moment diffusée sur les plateformes. Alors Athènes! Alors Athènes? Athènes, quoi? Ouais. People actually live here? Yeah, ça serait cool si tu restais ici avec nous. Welcome to Athens. I just want to help the refugees. Non mais par contre, toi tu dis rien aux parents, tu promets. Je sais pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. T'es Ramine et... J'ai pas le droit de te demander? Non. Si t'as un amour. Je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est vraiment le berger espagnol ici. Hey, what's going on? T'es vraiment trop con, toi. Je vis avec qui je veux et je fais ce que je veux de ma vie, ok? Tell me about Athens. Athens, it's cool. It's cool, yeah. C'est comme le Parlement européen à Athènes, c'est pas vraiment comme ça. La prochaine fois, on fera notre conférence de rédaction chez moi. Allez, on passe aux prochains lauréats qui sont, et d'ailleurs lauréates, on commence par Christina Coelen pour extraire la chaleur des eaux usées, une technique de chauffage durable à la conquête des villes européennes. C'est là. Avez-vous déjà réfléchi à ce que devient l'eau que vous utilisez le matin pour prendre votre douche? Ou bien l'eau qui passe par votre machine à laver? Si la réponse est non, cela est tout à fait normal parce que, comme moi, vous étiez probablement occupé à ne pas arriver en retard au travail ou sortir le linge de la machine avant de courir au supermarché faire vos courses. Mais retournons à cette eau que nous utilisons tous dans notre quotidien. Cette eau peut avoir une seconde vie après être passée par nos douches et nos machines à laver. Elle peut servir à chauffer, voire à refroidir des bâtiments. La technologie qu'on utilise pour extraire la chaleur ou le froid des eaux usées s'appelle l'aquathermie. Et moi, j'avais envie de comprendre le fonctionnement de cette technologie complexe. J'étais surtout fascinée par l'idée de la réutilisation, de donner une seconde vie à quelque chose qui est vu comme un produit très littéralement usé, qui est essentiel mais invisible. Je me suis donc dans un premier temps penchée sur l'utilisation de l'aquathermie ici à Paris, pour un sujet dans le cadre de mes études. Mais puis il restait toujours la question des autres pays européens. Comment et à quelle échelle peut-on utiliser l'aquathermie en Europe entière? Et cette question m'a amenée à élargir mon sujet à 3 villes européennes. La petite ville de Marbourg, en Allemagne, Paris, qui est l'origine de mon article,
et Vienne, qui est la capitale de mon pays. Et ce reportage m'a amené à découvrir à quel point la géothermie pourrait venir renforcer toutes les tentatives qu'on a aujourd'hui à trouver des sources d'énergie durables et à s'adapter aux effets de la plus grande menace de nos jours, qui est le changement climatique. Alors certes, l'aquathermie est aussi une solution qui coûte beaucoup, en temps et en argent, et puis il y a des obstacles qui sont surtout présents dans les petites villes comme Marbourg et à la campagne, où l'infrastructure urbaine des capitales comme Vienne ou Paris n'est pas forcément donnée. Finalement, dans mon article, il n'est pas question de faire de l'aquathermie une technologie qui pourrait à elle toute seule sauver nos villes et la planète. Mais l'une des personnes que j'ai interviewées pour ce reportage l'a exprimé le mieux. C'est comme un puzzle qu'on est en train de monter, où toutes les différentes pièces vont finir par s'imbriquer. Merci beaucoup. Samy Zaïbi, c'est à vous pour Samso, l'énergie renouvelable plutôt. Réalité. Un lundi matin, dans la salle de rédaction du journal Le Temps à Genève, un collègue est venu me proposer de faire un reportage sur la première île autonome en énergie renouvelable. J'étais un peu sceptique. J'imaginais une énième communauté hippie qui, d'une façon ou d'une autre, aurait trouvé les moyens de financer son utopie. Eh bien, je me suis un peu trompé. Quand je suis arrivé en ferry à Samsø, petite île moite et brumeuse au large des côtes danoises, j'ai surtout trouvé des vieux. La moitié de l'île a plus de 60 ans. La faute à un exode rural massif, les jeunes partant étudier sur le continent et ne revenant jamais. Samsø s'est donc trouvé face au dilemme suivant. Comment financer les infrastructures d'une population vieillissante avec de moins en moins de personnes actives et puis en dépendant le moins possible du continent? La réponse fut l'énergie renouvelable et en particulier l'éolien. L'écologie, elle, était accessoire. Samsø bénéficie certes d'un vent soutenu toute l'année, pourtant il y a eu des obstacles et de nombreux obstacles. Protection de la faune, notamment les oiseaux, nuisances sonores, réticence des propriétaires de terrain. Les obstacles étaient nombreux. Le même genre de cocktail explosif qui fait capoter, ou à tout le moins retarder, une grande partie des projets éoliens en Europe. Pourquoi donc est-ce que ça a fonctionné à Samsø? Une personne que j'ai rencontrée sur l'île incarne à lui seul la réponse à cette question. Il s'agit de Mikael Christensen, un des principaux artisans de la réussite de Samsø. Charpentier de formation, devenu conseiller en énergie, cet enfant de l'île est aussi un entraîneur de football, il est aussi pompier volontaire, et il est enfin... pardon, excusez-moi. Et il est aussi bénévole pour la municipalité. Et en fait, toutes ces casquettes montrent à merveille la mentalité insulaire de Samsø. Il s'agit d'être des citoyens engagés avant tout. C'est ce que me répétait ce Mikael Christensen à l'envie, c'est que si la transition de Samsø a fonctionné, c'est parce que ce sont des citoyens engagés qui l'ont fait et non des politiciens. Comme des centaines d'autres habitants de l'île, il est devenu actionnaire des éoliennes, avec un prix de part, par exemple, c'était possible d'acheter des actions à partir de seulement 350 €, avec un prix de rachat de l'électricité fixe garanti pendant 7 ans. Ainsi, quand le vent souffle, ce Mikael Christensen était le premier à être gagnant. Il a aussi pu exprimer sa voix lors des quelques 150 réunions participatives qui ont jalonné la mise en forme de ce projet. Un instant. Ainsi, au moment d'embarquer sur le ferry du retour, j'avais une certitude, c'est que la transition énergétique n'est plus un problème technique. La technologie, on a absolument tous les moyens technologiques nécessaires pour réussir notre transition. Mais s'il y a des innovations qui nous manquent, elles sont d'ordre sociétal et elles tiennent en un mot, la participation. Le modèle de Samsø fait des émules. Pour atteindre son objectif d'un tiers d'énergie renouvelable d'ici 2030, l'Union européenne mise notamment sur le financement participatif, dont elle a récemment simplifié le cadre réglementaire. La plateforme de financement participatif française Enerflip, leader du genre en Europe, a ainsi levé 150 millions d'euros en 2023, un chiffre en hausse de 30%. Et d'ici cet été, les 3 plus hautes éoliennes de France tourneront au-dessus du village d'Andilly-les-Marais, près de La Rochelle, et
Et ce projet était notamment financé à hauteur de 1,2 million d'euros par une coopérative d'habitants. L'énergie participative a le vent en poupe. Pour l'instant, c'est une petite brise, il pourrait bientôt se transformer en tornade. Merci beaucoup. Merci Samy. Alors, une réaction sur ces deux sujets, peut-être Éléonore, qui vous connaissez en plus Samseux. Vous y avoir tourné? J'allais dire, je suis un peu la régionale de l'État parce qu'en fait, j'y suis allée, on a passé une journée là-bas, on a rencontré plusieurs habitants et moi, je les ai trouvés tellement, mais pragmatiques. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous ont tous dit, non, non, mais il ne faut pas vendre la lutte contre le réchauffement climatique, hein. Il faut vendre la rentabilité. Il faut que les gens se sentent impliqués aussi économiquement et qu'ils se disent que ça va leur apporter quelque chose. Et après, ça, plus l'emploi, plus tout ça, voilà, ça a marché. Et puis il y avait plein de trucs. Ils auraient bien aimé qu'on les aide à le faire. Bah, ils se sont dit, bah, puisque personne ne nous aide, on va s'organiser. Et il y a cet esprit très danois de avoir confiance en l'autre, se sentir un citoyen investi, monter une association pour porter des projets, etc. Et donc moi j'ai retrouvé ça dans l'article et j'ai bien aimé parce qu'il y a plein de sujets dans ce sujet. Voilà, comme on voit derrière vous aussi, le réchauffement climatique, l'économie, la vie insulaire, l'esprit de communauté. Il y a beaucoup de choses, il y avait des éléments vivants, des portraits. Et c'est bien. Ils ont un succès incroyable. Hein. Ils ont des groupes qui viennent visiter du monde entier, qui viennent voir ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait. Et c'est super. Une réaction sur ces deux pitchs, Paolo, François, Bernard, Mémona. Oui. On vous écoute, Bernard? Ah bon, d'accord, allez. Alors écoutez, je vais vous dire, sans vouloir vous faire plaisir, si j'étais toujours directeur de rédaction, je vous embauche demain matin. Il n'y a aucun problème. Vos sujets étaient formidables. Vous parlez de Samy pour... Non, les deux. Ah, les deux? Tous les deux? D'accord. Absolument, les deux. Vos sujets étaient formidables et vous saviez les vendre magnifiquement bien. Et donc, si vous savez les vendre, je suis certain que vous avez su les écrire, sans avoir eu besoin de les lire. Mais là, vous allez moins m'aimer. Aucun de vos papiers, aucun de vos sujets en une. Mais je vous embauche tout de suite. De toute façon, ils sont lauréats aussi. En plus, ils viennent de décrocher un job fictif. Mais je vous donne ma réaction. C'est exactement ce que je suis venue chercher. Quelqu'un d'autre, peut-être Mémona, Paolo, François? Non, mais ça, c'est l'Europe qui marche. Alors, forcément, c'est enthousiasmant. Et on a envie, en effet, de vous distinguer, c'est vrai. Cette Europe-là, tout de suite. L'autre aussi, d'ailleurs. Enfin, l'autre, c'est Bernard qui va devoir se battre. Oui, mention spéciale, reporter d'espoir dans le centre. C'est l'Europe qui pédale, comme on voit. Il faut choisir un dessin aussi, hein, chers collègues. Voilà, l'Europe qui pédale, elle a tout intérêt parce qu'on sait que si on fait du surplace, on tombe par terre. Non, les deux articles sont totalement passionnants et je pense qu'ils répondent vraiment, et Gilles Van der Poten peut-être il peut confirmer, à l'esprit de reporter d'espoir qui est celui d'un journalisme aussi de solution. C'est-à-dire que le journalisme, bien sûr, c'est très important de critiquer, de dénoncer, de montrer, de mettre en évidence ce qui ne marche pas. Mais le journalisme a aussi cette possibilité de montrer en revanche ce qui marche et donc de promouvoir un échange de bonnes pratiques voilà, entre communautés différentes. Donc bravo d'avoir mis de la lumière sur ces deux expériences et en plus avec une plume qui file comme un vélo sur du goudron suisse. Donc, merci. J'en profite pour dire une petite chose, tu permets, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir rester jusqu'au bout. C'est qu'il y a un homme ici qui s'est beaucoup battu pour que cette soirée existe, pour que ces prix existent. C'est toi, Gilles. Mais il va en parler après, c'est tout à toi. Bon, très bien alors. Si je ne t'entends pas... Il est temps, t'inquiète pas. Bon, on va résumer tout ça. Peut-être François, vous qui êtes l'architecte et qui m'aidez à structurer un peu tout ça. Notre une et notre dessin de une et notre sujet de une. C'est vrai que pour la une, c'est pas forcément facile. Après, il y a Lille quand même. Je suis sûr que Lille peut être inspirante pour un dessinateur comme Serge Bloch. Toujours est-il que moi, ce qui me plaît dans ces deux sujets, c'est que c'est deux sujets du quotidien. Et comme l'a dit l'un des participants, en fait, il n'y a pas de problème technique, en tout cas pas de problème insurmontable. On voit vraiment que c'est une question à la fois
d'attention du quotidien, et puis d'entente, de coopération, de participation. J'étais frappé par les 150 réunions, on a bien entendu, 150 réunions. Et puis la chute, mais c'est pas vous qui l'avez donné, mais c'est dans la présentation, la chute, c'est quand même que cette île devrait être reliée par un pont gigantesque, et là, tout à coup, notre enthousiasme retombe un peu, et ça arrive assez souvent. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit comme île finalement, François? Alors, sujet de île. Entre la mort sous X et l'île, alors c'est vrai que là, c'est des choix absolument cornéliens. Moi, je suis fidèle au mandat de Reporters d'Espoir, et je commencerai par l'île. Très bien, Paolo, voilà. L'île ou le morceau X? Tout en reconnaissant à l'île vraiment une importance dans le sens que c'est vraiment important de mettre des bonnes pratiques en valeur. Moi, j'ai un faible pour mort sous X, vraiment, parce que... non. Voilà, donc ça fait 2, non, ça fait 1 et 1. Éléonore? J'ai une petite préférence aussi pour l'île quand même, parce que je trouve que ça fait du bien. Alors c'est pas uniquement parce que c'est Reporters d'Espoir, mais ça fait du bien de temps en temps d'avoir des choses qui sont inspirantes sans être cucu. Parce que bon, les choses positives sont pas forcément des choses qui sont un peu molles. Et voilà, je le ferai pour ça. Bernard, mais voilà, Bernard, je pense qu'on en... Écoutez, je crois que, encore une fois, là, on confond le sujet important, capital, même passionnant, et le sujet de une. Et là, il n'y a pas photo, je suis désolé. Le sujet de une, c'est mort sous X, voilà. Il n'y en a pas d'autre. On a compris. Merci Bernard, mais voilà. Bernard a très bien expliqué les choses. Hein. C'est un sujet très important, celui pour lequel j'ai un vrai faible, parce que je connais bien le sujet, peut-être. Et mort sous X, c'est vrai que c'est intriguant. Voilà, donc, mais je lirai le journal. De toute façon, j'achèterai. Serge, faut trancher aussi? Je pense que c'est tranché aussi. Voilà. Donc ce sera mort sous X avec ce dessin. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, je voudrais juste recommander le livre de Bernard Guetta, La Nation européenne chez Flammarion, qui nous embarque dans les pérégrinations de l'homme qui arrive presque ingénu à Bruxelles, voilà, avec ses convictions et qui partage justement ses hésitations, ses étonnements et ses rencontres marquantes. Un livre passionnant, je vous le recommande. Et surtout les discussions avec Bernard Guetta, vous voyez, ça peut prendre toute la soirée, on ne s'en lasse pas. Mais voilà, vous, votre dernière liste, c'est une journaliste ne devrait pas dire ça nous rappelle quelque chose, aux éditions Hugo Doc. On revenait sur 50 ans de reportage sur tous les terrains, on vous a vu, sur en Yougoslavie, chute du mur de Berlin, sur les risques du métier de reporter, avec toujours la liberté de ton que l'on vous connaît. Serge Bloch, vous, on vous retrouve actuellement au 104 à Paris avec ses dessins, mais pas seulement, beaucoup d'autres, c'est passionnant. Vous illustrez l'exposition Tracé Bleu sur justement les enjeux de la création architecturale face aux défis environnementaux, économiques et sociaux. François, le numéro de Zadig actuellement en librairie porte sur le vin qui fait sa révolution. Je me rapproche un petit peu du cocktail que vous allez rejoindre dans quelques minutes. Alors, la révélation sur le prochain Zadig, un thème, la mort sous X. Et le prochain Zadig, je vais vous dire un micro, ce serait mieux pour mes copains. Pardon, le prochain Zadig sera exceptionnellement consacré à l'Europe. Ah ben voilà. Une émission passionnante, une globe-trotteuse qui va partout en Europe, c'est pas du tout ennuyeux et c'est sur Avionné, c'est les 20 derniers épisodes qu'on peut voir sur France TV. Avec un micro, c'est beaucoup mieux. Tout est sur France TV ou sur France Info et jeudi soir, on vous emmène en Estonie. Ah bah, très bien. Paolo, vous, c'est vos reportages à Sampa et Ansa. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour saluer les ouvrages de Pierre Dumière, Le réveil de la pensée européenne aux éditions de l'Aube, et de Nicole Lesotho. L'Europe changer ou périr, c'est aux éditions thaïlandais. 2 essais stimulants pour réfléchir sur les mutations de l'Europe. Merci à tous. Alors, vous l'avez dit, Mémona, je sais, vous avez un taxi qui vous attend. Vous allez devoir partir. Ah, ça va alors. Maintenant, est-ce que Gilles Van der Potel, qui est finalement l'initiateur, qui dirige ce prix du reporter d'espoir, pourrait nous rejoindre avec l'équipe de Reporters d'espoir pour nous parler de ce reporter, de cette soirée, de ces lauréats. Merci de l'accueillir. On voulait vous entendre justement pour parler des actions de Reporters d'espoir et de tout ce que vous... Approchez-vous tous les deux aussi à la lumière, c'est toujours mieux. On vous écoute. Alors là, vous avez une petite partie de l'équipe parce qu'il y en a plein qui sont en régie et aux manettes. Tout d'abord, merci beaucoup, bravo aux lauréats et lauréates.
pour cette 3e édition du prix européen. On commence à avoir une petite communauté, et on ne l'a peut-être pas forcément dit, mais certains viennent d'Égypte, de Suisse, d'Autriche, du Danemark, de Suède, et beaucoup ont travaillé sur le Danemark d'ailleurs, des régions de France. Derrière eux, il y a en réalité 7 lauréats et lauréates, 140 candidats que vous avez départagés, évidemment membre du jury qui est à la fois ici et là. Donc bravo à vous, merci à vous de vous être prêtés au jeu. Donc on a un début de... Enfin un début et même un sommaire, presque. On a la une. On a commencé par la une. Après, il va falloir négocier avec Zadig pour voir si ce sera en une de Zadig ou de la revue Reporter d'Espoir, pour le coup. Juste 2 mots pour vous dire que ce prix, donc c'est la 3e édition. La prochaine est en préparation, puisque grâce au soutien de la Fondation du Crédit Mutuel, partenaire fondateur grâce à Étienne Flimelin, qui nous suit et nous accompagne depuis toujours, la Fondation Hippocrène aussi, Dorothée, d'autres partenaires, le CFC, le ministère de l'Europe, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, donc on pérennise ce prix pour la 4e édition au moins, qui sera remis en 2025, mais on peut dire qu'à partir de ce soir, les candidatures sont ouvertes, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Et vous dire que ce programme, ce prix, s'intègre plus largement. C'est un programme d'action qu'on a intitulé Reporter d'Espoir pour l'avenir, dédié à la jeunesse. Le prix étant notre première action, mais il y en a 2 autres et je laisse mes collègues en parler. Léonard. Nous lançons aussi à Reporter d'Espoir un programme d'éducation aux médias et à l'information en partenariat avec l'Éducation nationale pour former plus de 200 000 élèves de l'école primaire jusqu'au lycée au journalisme de solutions et créer de nouveaux reporters d'espoir dans les écoles. Merci. Et puis l'authentique revue de Reporters d'Espoir qui revient donc pour un 3e opus, cette fois qui s'intéresse à la jeunesse, les jeunesses, parce qu'elles sont multiples. On aura Hugo Décrypte, Zao Zagazan, Squeezie qui seront dans cette revue. Donc voilà, 148 pages de contenu inspirant, d'une info qui donne envie d'agir. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs la revue numéro 3 en précommande sur ce QR code qui sera aussi à l'extérieur sur le stand. Merci. Et ailleurs. Et rendez-vous l'année prochaine. Le cocktail vous attend juste derrière. Quant aux membres du jury, venez pour la photo de famille. Merci beaucoup et très belle soirée à tous. Merci.